c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, c'est Antoine Gassenet qui va prendre la parole pour nous présenter un peu le lien entre qualité de l'eau, biodiversité et agriculture. Alors, pourquoi on a voulu cette introduction? Bon, parce qu'on était censé être sur une ferme qui est sur le bassin versant Vie-et-Genêt, où il y a des enjeux de qualité de l'eau importants. Et du coup, ça nous semblait intéressant de pouvoir recontextualiser en apportant ces éléments un peu globaux sur l'eau sur le territoire de la ferme de Philippe Serrier. Ensuite, je présenterai la ferme de Philippe au travers d'un diaporama avec quelques photos, des images, voilà, pour que c'est une visite virtuelle, hein, c'est sûr que ce sera quand même moins sympa que sur le terrain, mais voilà, on a essayé de vous donner des éléments pour rendre un peu plus palpable les éléments de présentation de la ferme. Et puis Philippe Serrier, donc également présent, là, il est dans la conférence, donc il sera aussi là pour répondre à vos questions, réagir, et puis pour préciser s'il y a des choses, voilà, des éléments que je donne qui ne sont pas assez précis. Donc ça, ce sera une intervention d'une dizaine de minutes. Après, c'est François Varenne de la Ligue pour la protection des oiseaux de Vendée qui va intervenir pour parler concrètement de notre sujet, donc du coup vraiment de la place de la biodiversité en agriculture et en maraîchage. Donc c'est une intervention d'une vingtaine de minutes, ce qui nous laissera le temps à la fin aussi, si vous avez des questions un peu plus générales. On se laisse 10-15 minutes à la fin de la conférence pour pouvoir avoir un temps de questions aussi et d'échanges entre nous. Donc la conférence, elle dure 1 heure. On aura fini environ autour de 16 heures. N'hésitez pas, du coup, il y a un temps de questions à la fin, mais à poser des questions aussi en cours de route, notamment si c'est des questions de compréhension, que vous ne restiez pas avec des éléments que vous ne comprenez pas dans les présentations qui vont être faites. Eh bien voilà, je propose qu'on commence du coup cette conférence en ligne. Donc je vais passer la main tout de suite à Antoine Gassenet qui active sa caméra. Donc, du coup, vous allez pouvoir le voir. Et moi, du coup, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on te voit bien, Antoine, quand tu prends la parole. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas déjà salués. Donc effectivement, je suis Antoine Gassenet, je travaille pour le SAGE Vie-et-Genêt, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc l'idée, rapidement, je vais pas monopoliser la parole ici, mais le SAGE, donc c'est 37 communes, on va effectivement jusqu'au Luc, jusqu'à Belleville, Bellevigny maintenant, et puis après jusqu'à Saint-Gilles à l'ouest. Le SAGE gère en fait la commission locale de l'eau, la CLÉ. La CLÉ qui est un endroit où peuvent discuter autour du thème de l'eau à la fois des élus, des services de l'État et des usagers, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et derrière, effectivement, le SAGE tient tout ce qui est objectif qualité de l'eau. Donc, dans ce cadre, le SAGE gère aussi des outils de mise en œuvre, des contrats. Donc, ça peut être des contrats régionaux, des contrats en lien avec l'agence de l'eau. C'est des contrats qui sont amenés à évoluer, hein, effectivement. Là, on est sur la fin d'un cycle, en fait. On avait un contrat qui était 2015-2019 avec l'agence de l'eau, entre autres. Et ce contrat avait un volet agricole qui permettait effectivement de faire évoluer les pratiques. L'année 2020 nous a permis d'avoir en fait une année de bilan. Donc là, on est encore en plein dans le bilan de ce contrat 2015-2019. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur le thème, ce qui est très intéressant dans ce bilan, c'est qu'on est déjà sur, c'est très palpable de voir que les actions qui touchent les systèmes, les actions notamment autour de la bio, mais aussi plus largement du maintien de la biodiversité, en fait, tout ça, ça ruisselle, ça a un gros impact aussi sur la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'on observe déjà dans notre bilan que dès qu'on a des pratiques qui protègent la biodiversité, derrière, la qualité de l'eau des rivières en est impactée tout autant. On a vraiment une corrélation assez forte sur ces actions-là. D'ailleurs, voilà, si je prends l'exemple du bocage, le bocage va avoir un fort impact. Je ne vais pas vous faire la feuille de match de François, mais voilà, l'impact du bocage, il est à la fois sur la biodiversité et sur la qualité de l'eau, et c'est vrai que ça se retrouve aussi dans les bilans chiffrés. Rapidement, je vous ai dit qu'on était sur la fin d'un cycle, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ce n'est pas des choses qui vont s'arrêter. On est plutôt dans un bilan et ensuite la réécriture d'un nouveau contrat. Donc c'est vrai que dans le futur contrat, on veillera à ce qu'il y ait encore une fois de la place pour le maraîchage, parce que c'est toujours un thème intéressant. Futur contrat qui devrait normalement, si tout se passe bien, démarrer en 2021, mais plus ça va, plus on se dit que ça risque d'être 2022, à voir, hein, en fonction de l'actualité.
Et voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Éventuellement, s'il y a des questions, j'y répondrai au fil de l'eau, mais je préfère laisser la parole à François. Merci Antoine, merci pour ton intervention qui pose un peu les éléments de Pas de contexte souci. généraux. Je représente aussi mon président, qui est Hervé Bessonnet, qui est président de la commission locale de l'eau, qui n'a pas pu se connecter aujourd'hui. Merci. Est-ce que, du coup, il y a des questions? C'est ce que suggère Julien dans le chat également, des questions adressées directement à Antoine. Bon, là, on est dans les éléments un peu introductifs. Hein. Sinon, je vous propose que ce soit François Varenne, donc de la Ligue pour la protection des oiseaux de Vendée, qui prenne la parole. Donc, il va prendre la parole, je pense que c'est en cours, et qui va présenter en parallèle, du coup, un diaporama sur... voilà. Donc, on va rentrer dans le cœur de notre sujet, vraiment. François, je vais te laisser peut-être te présenter pour commencer un peu en détail qui tu es, quel est un peu ton bagage avant du coup que tu prennes la parole, que tu présentes ton PowerPoint. C'est à toi. Oui, bonjour. Donc moi, je suis François Varenne. Je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux. Et donc, je suis chargé de mission à l'antenne de La Roche-sur-Yon. Voilà, pour vous représenter très rapidement, la LPO Vendée, c'est une association loi 1901 qui a pour vocation la préservation de la biodiversité sauvage. Et on est, pour le département de la Vendée, environ 950 adhérents bénévoles et puis une équipe d'une dizaine de salariés. Voilà pour la présentation globale. Donc l'agriculture et les pratiques agricoles sont fortes, vu que c'est 70% du territoire en Vendée, dans l'ouest de la France, et forcément une problématique extrêmement importante pour nous. Du coup, je vais... Oui, alors je réalise juste, François, que du coup, premier couac, on avait plutôt dit que je commençais mon intervention et en fait, je t'ai passé direct la parole. Est-ce que peut-être, du coup, on se dit que je présente la ferme de Philippe avant ton intervention? Ouais, je pense que c'est plus... Ce sera plus cohérent, je pense aussi. Hein. Ouais. Donc, je reprends la main et je te redonne la main, Marianne, que j'avais transmise. Merci. Hop, et je partage mon écran. Et je rappelle que vous pouvez poser des questions au fil de l'eau. Je me charge d'en faire une synthèse et d'interroger et Marianne et Philippe pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà, donc normalement, vous voyez tous mon écran. Donc du coup, je vais vous faire une présentation de la ferme de Philippe de manière virtuelle. Et Philippe est là et il m'écoute. Donc je vais essayer de ne pas raconter trop de bêtises. Mais Philippe, tu n'hésites pas à intervenir, même à me couper si tu veux apporter des éléments. Ou sinon, tu pourras aussi répondre aux questions qui découleront peut-être de l'intervention et de la présentation de la ferme. Alors, déjà, pour donner les quelques éléments de repères sur le système de production, donc Philippe s'est installé en 2008, donc ça fait bientôt 12 ans. En individuel, il a repris une ferme qui vendait déjà aux mines, donc c'est au marché d'intérêt national à Nantes et au Biocoop. Et du coup, il y a eu des investissements de départ importants de l'ordre de 150 000 euros. Ont été financés notamment par la dotation jeunes agriculteurs, une aide de la région et un emprunt bancaire. Une année après l'installation du couple, Philippe a fait le choix de réorienter un peu la commercialisation vers la vente directe en créant une première AMAP. Puis en 2010, la ferme s'est un peu agrandie. Il y a eu un arrêt momentané de la vente en filière plus longue pour créer une deuxième AMAP. Et en 2014, il y a eu une reprise de la vente en gros avec la poursuite des AMAP. On va voir un peu dans la diapo suivante où est-ce qu'on en est un peu dans la commercialisation actuellement sur la ferme de Philippe. Donc voilà, Philippe, il a 42 ans actuellement, il est titulaire d'un bac agricole et d'un BTS forestier, et du coup, il est en couple avec 4 enfants qui vivent tous sur la ferme. Et donc, il y a 3 UTH, c'est ce qu'on appelle unité temps humain, qui travaillent sur la ferme. Donc, il y a effectivement Philippe, il y a 2 salariés à temps plein, dont sa conjointe Hélène, et un salarié à temps partiel, plus un saisonnier et un, entre guillemets, jeune qui vient l'été aussi en renfort, voilà,
quand il y a vraiment un pic de travail. Donc, le temps de travail sur la ferme, il est de 50 heures semaine sur vraiment la grosse période, donc d'avril à juin, puis de 35 heures semaine de juillet à novembre et de 15 heures semaine de décembre à février. Avec une répartition du temps de travail à 70% sur la production, 25% sur la commercialisation et 5% sur l'administratif. Voilà, donc ça, c'est les éléments un peu généraux, hein, mais qui vous permettent de situer la ferme de Philippe dont on va parler après. Sur la commercialisation, donc aujourd'hui, 70% de la production est commercialisée en AMAP, ce qui équivaut à 220 paniers par semaine, qui sont distribués à Bouguenais et à Saint-Herblain, donc c'est à côté de Nantes. 10% des produits de la vente sont faits en vente à la ferme en continu le vendredi. 10% auprès de l'association Panier Bio Solidaire qui fait partie de Bio Loire-Océan. On sera amené à reparler un peu de Bio Loire-Océan et du fonctionnement. Donc, ce serait une structure associative dont l'antenne est en Pays de la Loire. Et Philippe, il est administrateur donc aujourd'hui au sein de Bio Loire-Océan. Et puis, il y a encore 10% aujourd'hui de la vente qui se font aux mines de Nantes et en Biocop. Voilà, il y a 40 espèces légumières cultivées sur la ferme. Un étang de 2500 m² situé au cœur de la ferme. Donc, on va y revenir parce que cet étang, il fait partie aussi un peu du cœur des pratiques de Philippe. Et puis, il a un rôle clé sur la ferme, notamment par rapport à notre thème central aujourd'hui, qui est la biodiversité sur les fermes maraîchères. Le chiffre d'affaires annuel est de 150 000 € sur la ferme. Et la rémunération, elle est mensuelle et elle est selon les besoins. Il n'y a pas une rémunération fixe tous les mois. Je marque un petit temps s'il y a des questions sur la première partie. Sinon, ce que vous voyez à l'écran, c'est la ferme de Philippe vue du ciel. Donc, c'est là qu'on aurait pu être aujourd'hui, mais qu'on n'est pas. Mais donc, du coup, vous voyez normalement le curseur de ma souris également. Donc, l'entrée de la ferme, elle se fait par ici. Et sur la gauche, on voit du coup un bâtiment qui est le lieu de stockage des marchandises et du matériel. Donc, il y a 6 hectares de surface agricole utile de SAU sur cette zone. Avec sur un sol, c'est surtout des limons argileux assez froids et le sol est quand même assez hétérogène. Voilà, il y a des zones plus ou moins limoneuses, plus ou moins riches en matière organique. Et donc, il y a 3 hectares qui sont cultivés et 3800 m² sous abri. Donc, du coup, vous les voyez, en fait, les sous-abris, c'est les serres qu'on voit de part et d'autre. Il y en a 4 d'un côté et puis 4 autres de l'autre. J'espère que vous arrivez quand même à voir et que la qualité est suffisamment bonne. Je voulais vous montrer quelques photos. Donc là, sur la partie plutôt située, quand on rentre sur la ferme, sur la gauche, voilà, donc des photos qui ont été prises là, que j'ai prises fin septembre. Donc on voit, donc il restait voilà, des courgettes, des salades, du fenouil, des choux. Voilà, donc ça vous donne déjà un peu une idée de ce à quoi ressemble la ferme. Donc vous voyez au fond du coup des haies, les serres devant. Vous voyez également comment sont constituées les planches et les intercultures, enfin les pieds des planches qui sont souvent enherbés sur la ferme. Et sur la photo de droite, par exemple, vous commencez à voir une zone dite un peu sauvage, qui est une zone voilà, qui est laissée volontairement non cultivée sur cette partie-là. Encore quelques autres photos. Donc là, c'est plutôt sur la partie de droite, quand on rentre sur la ferme. C'est l'autre îlot de culture. Donc là, voilà, fin septembre, il restait des poireaux. On a également une ligne de topinambour, là, qui sont pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont les cultures qui sont assez hautes, là, qui doivent faire à peu près 2 mètres de haut. Voilà, donc là aussi, ça vous donne une idée de la ferme, avec toujours une haie, mais qui est un peu différente là, dans cette partie-là de la ferme. Et en bas à droite, vous voyez une bande de terre nue. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est une zone voilà, qui a été préparée pour une implantation de haies.
Donc, il y a une haie qui devrait être implantée là dans les semaines à venir. Les arbres doivent arriver courant novembre, me disait Philippe encore ce matin. Donc voilà, il y a des travaux encore en cours sur la ferme. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, quelles sont les pratiques en faveur de la biodiversité sur la ferme? J'ai fait un peu une synthèse. Là aussi, Philippe, je te laisserai apporter des compléments d'information si tu le souhaites. Ce qui me semblait important de redire, c'est la certification bio, parce que ça peut sembler évident, mais effectivement, ça a un impact sur la biodiversité, parce que du coup, il y a une interdiction de pesticides de synthèse et d'apport d'azote minéraux. Il n'y a que de l'azote organique qui peut être apporté sur les fermes bio, avec des rotations de cultures plus longues et plus diversifiées. Voilà, donc j'avais repris quelques chiffres qui sont issus d'un guide sur l'agriculture et la bio et la biodiversité. Donc j'ai mis les éléments de ressources à la fin de ce diaporama, donc vous pourrez l'avoir à l'issue de la présentation. Il y a en moyenne 30% d'espèces en plus et 50% d'individus supplémentaires dans les parcelles en agriculture biologique. Voilà, c'est des moyennes, mais c'est des éléments qui nous semblaient importants de rappeler. Donc la ferme de Philippe est bien certifiée bio la démarche va encore plus loin que la certification bio parce que finalement Philippe il est également adhérent donc à Bio Loire-Océan qui s'est doté d'un cahier des charges donc privé qui va plus loin que la certification bio. Alors j'ai repris quelques éléments du cahier des charges. Les semences paysannes sont encouragées dans ce cahier des charges. Les tomates anciennes sont issues exclusivement de semences population. Il n'y a pas d'hybride. Les variétés issues de manipulations génétiques telles que les CMS, donc ça c'est de l'anglais pour dire cytoplasmique, alors ça m'échappe, male sterility, voilà. Alors, ça ne parle pas trop comme ça, mais en gros, c'est une stérilité mâle qui est figée dans certaines espèces et dans certaines variétés. Donc, le cahier des charges, c'est quelque chose qui est autorisé en bio, mais le cahier des charges de Bio Loire-Océan interdit ces CMS. Donc, ça, c'est aussi un élément important et qui a un impact aussi sur la biodiversité. J'ai repris que les grandes lignes du cahier des charges Bio Loire-Océan, mais évidemment, il y a aussi d'autres éléments qui permettent d'aller plus loin aussi. Et puis, ce qui est important chez Philippe aussi, c'est ce que je vous ai montré un peu au travers des photos, c'est la présence, on voit bien de haies, d'arbres, la mare et des zones sauvages non cultivées. Donc ça, vraiment, c'est des marqueurs aussi de biodiversité sur la ferme. D'ailleurs, voilà, j'ai repris un peu l'image aérienne que je vous ai montrée tout à l'heure, qui vous permet de voir, j'ai repris les éléments un peu structurants pour la biodiversité sur cette photo. Donc, en vert, là, ce que vous voyez en vert, c'est les haies qui finalement bordent tout le tour de la parcelle de la ferme. On a également en jaune, donc ça, c'est des haies intraparcellaires finalement. Donc, celles qui sont sur la partie de droite, c'est celles qui sont en cours d'implantation. Donc, on a vu que les arbres n'étaient pas encore arrivés, mais voilà, les bandes, elles étaient prêtes pour recevoir les arbres. Et bon, Philippe pourra compléter, mais l'idée de planter ces arbres et d'introduire ces haies intraparcellaires, c'est d'une part pour briser les vents dominants, mais aussi également donc, pour créer un microclimat, pour avoir un relais d'insectes, d'auxiliaires, de vie, au cœur de cette parcelle qui est relativement grande finalement. Enfin, tout est relatif, mais voilà, de cette parcelle, ça permet en tous les cas de rapporter des éléments de biodiversité au cœur des parcelles. Donc, c'est un élément qui est intéressant. Et puis, le cœur de la ferme, c'est ce que j'ai souligné en orange. C'est cette zone que j'ai qualifiée un peu de sauvage parce qu'elle n'est pas cultivée, où au centre, du coup, on a cet étang de 2500 m² qui est également la réserve d'eau. Et c'est vraiment un étang qui est géré de manière... il y a une ripisylve très dense tout autour, il y a beaucoup de vie. Philippe le disait lui-même, c'est pas rare de voir des hérons, des martins pêcheurs et beaucoup d'autres animaux et oiseaux qui viennent du coup dans cette haie. Et tout autour, du coup, il y a une mosaïque un peu de milieux qui sont une vraie réserve de biodiversité sur la ferme de Philippe. François Varenne de la LPO va aller un peu plus loin dans l'analyse que je fais assez rapidement sur cette zone, donc je vais lui laisser la parole ensuite.
Voilà, j'en ai fini pour la présentation de la ferme de Philippe. Donc, c'était volontairement un peu rapide, hein. Je ne sais pas si vous avez dès maintenant des questions à formuler à Philippe. Oui, Marianne, hein. Oui. J'ai donc plusieurs questions. Une question qui est directement posée à Philippe. Est-ce que Philippe, tu nous entends? On va vérifier. Je te pose la question, tu vas nous dire. La question qui est posée, c'est savoir, Philippe, si l'étang qui est au centre de ta ferme, est-ce que cet étang parfois est à sec? Il est jamais à sec. Jamais à sec. Le niveau baisse l'été quand on fait des prélèvements d'eau pour l'irrigation, mais sinon, non, il n'est jamais à sec. Enfin, je ne l'ai jamais vu à sec, moi. Merci Philippe. Et l'autre question qui t'est posée, Philippe, mais on pourra aussi la poser à Antoine, c'est Willy qui pose une question relativement large qui dit aujourd'hui Philippe, qu'est-ce que tu estimes être les pratiques les plus pertinentes pour toi sur ta ferme, très concrètement, pour préserver la ressource en eau et la qualité de l'eau? Ouais. Ok. On peut répéter là parce que... La question que je te posais, Philippe, c'est les pratiques chez toi qui assurent la qualité de l'eau sur le territoire. Et puis, on pourra aussi poser la question tout à l'heure à Antoine qui a introduit également ce webinaire. Déjà, c'est d'éviter les ruissellements. Donc, la présence de haies, ça arrête la terre qui se barre dans les rivières. Ensuite, tu as les couverts végétaux qu'on implante pour l'hiver, les engrais verts, qui évitent aussi le lessivage du sol. Voilà, mais ça, c'est des pratiques agricoles courantes, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Peut-être qu'on peut rajouter aussi des éléments autour de l'absence de pesticides de synthèse et puis aussi par rapport aux engrais et aux apports organiques sur la ferme. Il n'y a pas d'engrais minéraux et on sait que c'est souvent ces engrais-là qu'on retrouve aussi dans les cours d'eau parce qu'ils sont plus lessivables, qui se retrouvent plus facilement dans l'eau que les engrais organiques. Et puis oui, c'est vrai que les produits qu'on utilise pour faire des interventions sur les légumes en agriculture biologique ont une rémanence qui est très faible. Et ils se dégradent très vite dans le temps. Ils sont souvent tous photosensibles, thermosensibles, enfin voilà quoi. Et très peu durables. C'est une précision très importante. Peut-être qu'Antoine, tu as des choses à ajouter ? Juste rapidement, parce que c'est vrai que j'ai peut-être évoqué un petit peu ça. Tu peux remettre ta caméra, Antoine, s'il te plaît. Pas de souci. Hop, attends. Tac. Elle y est ou pas ? Oui, ça fonctionne. Bon, bref. Du coup, oui, non, par rapport à ça, déjà, il y a eu les gros éléments de réponse ont été donnés, mais si je dois simplifier, soit on émet moins de pollution, alors pollution, je mets tout dedans, hein, vis-à-vis du cours d'eau, hein. Soit on émet moins de pollution, soit cette pollution, on s'arrange pour qu'elle n'arrive pas au cours d'eau. Si je parle de vraiment qualité de l'eau, qualité des cours d'eau. En général, effectivement, on voit que tout ce qui va être soit maintien d'une biodiversité du sol, par exemple, quand on a un sol qui est vivant, quand on a un sol qui a des capacités d'absorption, etc., on a moins de ruissellement, on a moins d'éléments qui sont transportés vers les cours d'eau. On peut aussi avoir effectivement les haies, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont de super barrières. Les couverts végétaux en font bien évidemment partie. Il y a tout un tas de choses à faire pour éviter que les flux arrivent dans les cours d'eau. Et après, effectivement, comme l'a dit Marianne, au-delà du fait que le flux n'arrive pas au cours d'eau, il y a peut-être le fait qu'il n'y ait pas de flux de pollution, entre guillemets, ou que le produit qui arrive soit pas agressif, etc. Il y a plein de choses. Mais effectivement, quand on pense aux systèmes plus globaux, plus généraux sur les exploitations, qu'elles soient maraîchères ou pas, on observe que les actions qui englobent le tout et qui sont aussi extrêmement valorisables au vu de la biodiversité ont un gros impact sur le cours d'eau parce que d'une part, on baisse la quantité de matière qui peut arriver dans le cours d'eau en potentiel, hein, et d'autre part, ce peu de matière qui pourrait arriver, en fait, il a tout un tas d'obstacles de filtres naturels avant d'arriver au cours d'eau, ce qui fait qu'on a une meilleure qualité de l'eau à l'arrivée. Merci, Antoine. Et une meilleure biodiversité dans le cours d'eau aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Très bien. Alors, avant de laisser la parole à François, la présentation de la LPO, une question encore pour toi, Philippe, technique, c'est savoir si sur ta ferme, tu as des problèmes de rongeurs et comment, si tu en as, tu arrives à gérer, à maîtriser
les rongeurs sur ta ferme? Oui, on a des problèmes de rongeurs. On en a de moins en moins au fil des années. C'est moins dramatique qu'il y a 10 ans. Voilà, il y a des chats qui font bien leur travail de chat, c'est-à-dire qu'ils chassent pour nourrir les petits. Puis les petits chats qui ont été nourris par des rongeurs, ils ont l'habitude d'aller à la chasse après. Et puis, il y a aussi les rapaces, hein, sûrement, qui doivent faire leur boulot. Mais après, ça, je ne peux pas le mesurer. Enfin, voilà, on en voit, on en a, c'est sûr. Mais l'efficacité joue. Enfin, ils font leur boulot de rapace. Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le mesurer. Excellente transition, Philippe, puisque la question suivante, et on va laisser d'abord la parole à François pour sa présentation, c'est justement de savoir quels sont les aménagements écologiques qui favorisent les rapaces sur ta ferme. Et c'est peut-être l'occasion de laisser la présentation de François défiler. Le temps qu'on gère techniquement, vous pouvez encore poser des questions techniques. Alors, François, tu peux peut-être te lancer en parallèle. Et puis, parce que je vois aussi l'heure qui passe, c'est vrai qu'une heure, c'est assez court, ça va vite. Alors, je suis en train d'essayer de partager mon écran, du coup. Ouais, je t'ai donné la main, François, et puis pendant que tu gères la technique, il y a 2 questions qui sont posées encore à Philippe. Philippe, une question d'Hélène qui veut savoir si les cultures environnantes te posent aujourd'hui des problèmes. Les cultures en matière de biodiversité. Du voisinage Exactement. Après, moi, je crois pas. Il y a quand même la haie limite aussi l'agression extérieure, c'est-à-dire éventuellement des dérives de produits phyto extérieurs. Ça limite, mais non, ça ne me dérange pas. Chacun voit midi à sa fenêtre. Hein. C'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut que je le fasse, quoi. Enfin, que tout le monde le fasse, quoi. Voilà. Ok. Et une dernière question de Willy qui te demande, Philippe, est-ce que tu as fait un diagnostic de faune et de flore sur la ferme? C'est quelque chose que tu as réalisé? Non. Je vois pas trop l'intérêt. Mais tu me disais quand même, si je peux me permettre de compléter, Philippe, qu'au début, quand tu t'es installé, tu avais fait venir un entomologiste qui avait fait le tour un peu des parcelles avec toi pour voir quels insectes... Ah non, mais j'ai fait venir personne, c'est elle qui est venue. D'accord. C'était une étude qui avait été réalisée avec le groupement de développement maraîcher de la Chambre d'agriculture de Vendée sur 3 années. Voilà, faire des comptages d'insectes pour voir le rôle des bandes de fleuries et enherbées sur je ne sais pas comment on dit, la quantité d'insectes auxiliaires qu'on peut avoir et puis la destruction des ravageurs par ces auxiliaires. Voilà. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Et puis donc du coup, je propose qu'on laisse la parole donc à François Varenne, qui est de la Ligue pour la protection des oiseaux en Vendée, qui s'est déjà présenté rapidement tout à l'heure. Donc je pense que tu peux rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, François. Merci. Ok, donc du coup, si tout marche bien, si vous avez le diaporama à l'écran, si vous m'entendez bien, j'attaque. Donc c'est effectivement une tâche qui est un petit peu compliquée. J'espère que je ne vais pas vous endormir. Ça aurait été beaucoup plus agréable sur le terrain. Déjà, le premier point, en fait, c'est de quoi on parle. En fait, la biodiversité, là, en ce moment, tout le monde l'utilise et on utilise le mot et on réutilise le mot et on surutilise le mot. Là, tout le monde parle de biodiversité. En fait, c'est quoi ? Là, vous avez un schéma, c'est l'ensemble des organismes vivants. Et donc, du coup, juste pour remettre les choses en place, hein, par exemple, nous, la LPO, on travaille surtout, on a surtout une expertise sur les vertébrés. Et donc, les vertébrés, c'est en fait 2-3% de l'ensemble des espèces qui sont connues. Hein. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Ce qu'on voit le plus n'est pas forcément le plus nombreux. Il y a déjà cette première chose, hein, les insectes notamment sont beaucoup plus diversifiés. Et donc, on peut raisonner en liste d'espèces. Et puis, des fois, on a un autre raisonnement, c'est aussi par rapport à l'utilité que ça va avoir. Donc, dans les discours qu'on entend et quand on parle de biodiversité, là, on a déjà eu l'exemple là, dans
la discussion qu'on vient d'avoir, en fait, on a ce qui est utile, ce qui va servir d'auxiliaire de culture, donc les carabes, les carabes, les coccinelles, qui vont avoir des rôles de prédateurs, en fait, pour réguler les ravageurs. Et puis, après, tout un tas d'espèces. Là, je vous ai mis une photo de Dytique, qui est un prédateur aussi, mais qui est un prédateur aquatique. Donc, l'intérêt pour limiter les populations de ravageurs au sein d'une zone de maraîchage va paraître un petit peu plus lointaine. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la biodiversité, c'est aussi, et ça ne peut fonctionner, en fait, on ne peut pas raisonner qu'en liste d'espèces. Qu'est-ce que le nombre d'espèces que je vais avoir sur ma parcelle? C'est aussi l'ensemble des relations qu'il va y avoir entre ces espèces. Donc là, on a un schéma qui est très simple, voire simpliste, en fait, qui représente toutes les relations plutôt de prédation, hein, qui mange qui, la chaîne alimentaire, entre une mare et puis les espèces autour. Mais en fait, il y a aussi tout ce qui est les relations de symbiose, de parasitisme, de commensalisme, qui vont faire que un écosystème va être fonctionnel ou beaucoup moins. Et donc, cet aspect fonctionnel de l'écosystème, c'est là qu'on va pouvoir faire le lien avec les questions qu'on a vues juste avant, notamment de relations avec la qualité de l'eau, de relations avec les pratiques agricoles et ainsi de suite. Voilà, c'est juste, j'effleure juste ces notions-là, je ne passe pas beaucoup plus de temps dessus, il y a plein de documentation sur le sujet. Et puis aussi, on en a déjà parlé lors de la présentation de Marianne et du cahier des charges Bio-Loire-Océan, c'est aussi toute la biodiversité domestique, qui est beaucoup plus liée à l'homme, du coup, qu'on a créé et avec lequel on a cheminé durant quelques siècles. Donc, toutes les races en petits effectifs, par exemple, les semences population et ainsi de suite, qui peuvent avoir un rôle à jouer encore en termes de pratiques agricoles et d'avenir de l'agriculture. Voilà pour ces quelques éléments de contexte. Et du coup, donc l'exploitation de Philippe, pour lequel je n'ai pas eu l'occasion d'aller, entre guillemets, elle est située à Saint-Étienne-du-Bois. Et donc, quand on veut essayer d'avoir un regard naturaliste sur une zone, en fait, on regarde dans quelle zone, dans quel contexte elle est située. Qu'est-ce que c'est comme paysage autour? Est-ce que c'est la mer, la montagne, les dunes, le Sahara? Et là, en l'occurrence, on est dans le nord-ouest de la Vendée. Donc, c'est un paysage de bocage. Donc, le bocage, très rapidement, c'est un paysage qui n'a rien de naturel. Tout est exploité depuis très longtemps. Les haies ont été plantées, les mares ont été creusées, les prairies ont été entretenues en prairies. Voilà, il n'y a rien, il n'y a aucun élément en fait qui est laissé au hasard, entre guillemets. C'est quelque chose qui est entièrement anthropique. Et les éléments de biodiversité à l'échelle macro, en fait, ils vont se retrouver dans les endroits qui sont un petit peu moins intensivement exploités. C'est-à-dire que ça va être les prairies naturelles, ça va être les zones les mares, les zones humides, et puis les boisements, bosquets, et ainsi de suite. C'est ces petits milieux-là qui vont permettre à la biodiversité de s'exprimer, à la biodiversité sauvage. C'est là qu'on va retrouver, et c'est la densité de ces zones-là, donc par exemple la densité de haies, qui va faire qu'on va avoir une biodiversité plus ou moins riche. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle très, très large du paysage. Mais on va suivre la même logique en fait quand on va s'intéresser à l'exploitation et à la parcelle. Ensuite, il y a un autre aspect qui est intéressant. Là, je vous ai remis en fait, donc c'est la même photo que celle que vous a montrée Marianne. C'est le lieu-dit la galerie dans les années 50. Voilà, on peut retrouver assez facilement maintenant les photos aériennes des années 50. Et du coup, ça nous donne plein d'infos. Notamment, ça vous montre tout le maillage de haies qui était présent à l'époque. Donc, avec plein de petites parcelles. Tous les traits là, sombres, en fait, c'était un réseau de haies. Et du coup, sûrement après, des zones plus humides, là, tout ce qui est sombre, c'est des zones humides.
et les parcelles cultivées généralement apparaissent en clair. Donc voilà, la zone humide là que tu montrais, François, c'est là où il y a l'étang là, actuellement. Ouais. Ici, là, voilà, Ouais. c'est là qu'il y a l'étang à peu près. Voilà. Et je me suis resservi de cette photo. En fait, pour implanter les haies qu'on va mettre cette année, en fait. Et naturellement, on retrouve sur le terrain, en observant, en fait, on retrouve, il y a des pratiques que j'ai mises en place, enfin des dessins de parcelles, en fait, que j'ai retrouvé en travaillant, en fait, à force d'observation, quoi. Ouais. Et alors, du coup, juste pour l'anecdote, en fait, on a deux types de bocages. Hein. On a des bocages qui sont liés à la topographie. Donc, par exemple, cette haie-là, c'est une haie qui est liée à une courbe de niveau qui sépare une zone cultivée avec des terres hautes sûrement et puis une zone qui est plus humide. On voit que le trait n'est pas régulier. Et puis après, on a d'autres zones qui sont par exemple ici où c'est un quadrillage à la romaine. Et là, c'est plutôt des zones qui sont liées à des héritages et qui ne sont pas liées à une différence de pédologie ou de topographie du sol, quoi. Donc, pour réimplanter une haie, c'est vrai que retrouver ce bocage, je crois que les géographes l'appellent le bocage organique, c'est vachement intéressant parce que ça correspond forcément à des différences entre l'humidité du sol, une rupture de pente, ou ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est pour finir, l'IGN a fait un site qui s'appelle remonterletemps.com où on retrouve toutes les photos aériennes et c'est hyper intéressant, quel que soit le secteur. Et du coup, donc on reprend la même photo, donc là c'est à la même échelle, et donc on voit effectivement le paysage autour s'est beaucoup simplifié. Alors sans vouloir jeter l'opprobre aux voisins, hein, c'est pas l'idée, sauf que ça va avoir un impact et des impacts importants sur la biodiversité globale du site, puisqu'on voit qu'en fait, le réseau de haies qui a été conservé autour de la parcelle de maraîchage ou replanté, en fait, ça participe beaucoup à la densité de haies qu'il y a dans le secteur. Et du coup, je fais une petite parenthèse sur les histoires de rongeurs. Donc, les prédateurs, c'est très compliqué pour des prédateurs d'utiliser des prédateurs pour limiter des populations de rongeurs, par exemple. Parce que les prédateurs ont toujours un train de retard. Pour illustrer plus rapidement, un prédateur il va s'adapter à la densité de rongeurs qu'il y a en produisant plus de jeunes. Voilà, par exemple, une chouette chevêche va produire plus de jeunes à l'envol s'il y a beaucoup de campagnols. Par contre, c'est une réaction. Elle n'anticipe pas une très bonne année à campagnol pour produire beaucoup d'œufs. Donc, il y a toujours un train de retard. Et ce qu'on voit, c'est que les pullulations vraiment importantes, notamment de campagnols, elles sont amplifiées dans des paysages très ouverts où les chaînes alimentaires et tous ces réseaux d'interaction entre espèces ont été simplifiés. Moins d'habitats différents, moins d'espèces, moins de relations entre elles, et du coup, quelques espèces qui prennent le dessus. C'est un peu le schéma, on va dire, qui est très caricatural, mais qui se représente. Donc revenons à nos moutons et à l'exploitation. Donc du coup, on voit, donc quand on regarde avec un œil naturaliste, donc on voit sur l'exploitation, il y a bien deux zones est-ouest qui sont exploitées. Et puis au milieu, on a cet îlot, donc qui en fait correspond à l'ancienne zone humide qui était présente dans les années 50, où il y a un étang qui a été creusé et où on voit que la zone en fait est utilisée moins intensivement pour le maraîchage. Donc ça, c'est une zone refuge qui va être extrêmement importante pour accueillir la biodiversité dans l'exploitation. Alors, excusez-moi, ouais, normalement j'avais une animation. Juste pour vous représenter, j'ai laissé une diapo sur le linéaire de haies en Vendée. En fait, si on regarde, on reprend les photos aériennes pour vous présenter l'exploitation, donc l'évolution du linéaire de haies. Là, ici, c'est la densité en vert.
Et donc, on a perdu une haie sur 2 depuis 1950. Pour continuer, en fait, pour bien comprendre comment les espèces en fait, vont utiliser notamment le bocage, ils vont l'utiliser de plusieurs manières. Donc, soit par exemple comme cette espèce de chauve-souris, qui est le grand rhinolophe, comme une zone de corridor, c'est-à-dire le réseau de haies, c'est ce qui va lui permettre de se déplacer. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la chauve-souris, le grand rhinolophe, en fait, elle a un cycle de vie qui est assez particulier. Et donc, elle va être à une époque de l'année, au printemps et en été, dans des colonies de reproduction pour élever les jeunes. Et puis, les terrains de chasse se répartissent autour de cette colonie. Et puis, donc là, c'est la colonie du Petit Pin qui est à la Maille-Rétillé, à Montournay, dans le nord, dans le bocage vendéen. Et puis après, en hiver, elle hiberne et donc elle va dans des sites d'hivernage. Donc là, c'est notamment le gros site qu'on a en Vendée, c'est à Fontenay-le-Comte, à Pissotte et Saint-Michel-le-Cloux. Et donc, il y a 50 km où le grand rhinolophe va devoir se déplacer en suivant exclusivement les haies, parce qu'il a un sonar qui est assez faible, en fait, et qui ne lui permet pas de crier très fort et donc d'avoir un écho très important. Donc, dès que ça dépasse 10 mètres, en fait, il ne voit plus rien. Il n'entend plus rien, donc du coup, il ne peut plus se repérer dans l'espace. Donc, il faut qu'il trouve une femelle qui met bas ses jeunes, qui élève ses jeunes. Il faut qu'en septembre-octobre, elle trouve un réseau de haies qui soit quasiment continu pour arriver jusqu'à Saint-Michel-le-Cloux pour pouvoir hiverner. Donc ça, c'est un rôle qui est extrêmement important pour cette espèce de corridor écologique. C'est comme un réseau routier pour nous. Pas de route, on ne peut pas aller bosser et on ne peut pas aller à la map pour acheter un panier, pour prendre un panier, grosso modo. Deuxième élément, ça va être le bocage comme habitat. On a vu que c'était un paysage qui était complètement artificiel. Et donc, s'il est artificiel, donc comme une zone de maraîchage, ça veut dire que les espèces qui sont présentes, en fait, ce n'est pas leur habitat d'origine. Elles n'ont pas attendu qu'on ait créé le bocage ou créé l'activité de maraîchage pour exister. Et donc, c'est une zone de substitution. Donc, c'est par exemple la pigrièche écorcheur, qui est cet oiseau-là, qui est assez particulier, qui est insectivore, et qui, elle, va préférer en fait, des buissons bas avec des épines, des friches, des pruneliers pour pouvoir vivre. Donc ça, je passe très rapidement, ce n'est pas très intéressant en fait. Et puis, on a parlé d'habitat, et puis maintenant, on va parler aussi de zones de nidification. Donc là, c'est un autre oiseau, c'est la chouette-culotte, qui, elle, est un oiseau qui est forestier, et donc elle va chercher dans les zones de bocage des vieux arbres creux dans lesquels elle va pouvoir en fait faire son nid. C'est un oiseau qui est cavernicole, donc elle va utiliser des cavités, donc comme ce vieux chêne ici, pour pouvoir nicher à l'intérieur. Donc, tout ça pour, en fait, en résumé, on a un nombre d'espèces qui ont toutes des biologies différentes, qui ont toutes des exigences différentes, et du coup, notamment en plus en maraîchage, on est sur des petites surfaces, on ne peut pas multiplier en fait, et avoir une pratique favorable à chaque espèce. Et une pratique ne va pas être favorable à toutes les espèces aussi. Puisque vous voyez que si on privilégie des vieux arbres creux avec des belles haies, pour la chouette-culotte, la pigrièche ne va pas forcément s'y retrouver. Donc on est tout le temps dans un espèce d'entre-deux pour la biodiversité et de compromis. Et en fait, il faut aussi accepter de se dire qu'on ne connaît pas tout et que la diversité des pratiques va être quelque chose qui va être assez pertinent. Alors, ceci étant dit, la base et le truc, la pratique la plus intéressante, c'est quand même déjà de ne pas mettre de produits phytosanitaires et d'intrants chimiques. Dans le discours, c'est donc un truc qui est essentiel et qui est de toute façon la base. Voilà, si on ne met pas des produits pour tuer les espèces,
et des insectes notamment, il y aura plus d'insectes. Ce n'est pas très compliqué à comprendre en soi. Par contre, c'est des choses qui font pas mal de débats, enfin, qui sont assez compliquées au niveau scientifique, parce qu'on veut tout le temps faire des suivis, faire des analyses, faire des protocoles de recherche pour pouvoir le prouver. Sauf que c'est très compliqué à prouver parce que les zones en agriculture biologique sont tout le temps insérées dans un paysage qui est en agriculture conventionnelle. Et donc, on n'arrive pas, et les espèces, le grand rhinolophe notamment, il ne va pas s'arrêter à une haie en se disant « Ah, de l'autre côté, c'est du conventionnel, je n'y vais pas, je fais demi-tour et je reste sur mon exploitation qui est en agriculture bio. » Et donc, du coup, on trouve des fois c'est ça qui explique en fait les résultats où les zones en agriculture biologique en fait, n'apparaissent pas beaucoup plus riches que les zones en agriculture conventionnelle, alors qu'il n'y a pas de doute. Et donc, même là, dans ce document que j'ai trouvé, là, ils mettent en Angleterre, les chercheurs ont montré que 2 espèces de chauves-souris, grand et petit rhinolophe, ne se trouvaient que dans les fermes biologiques. Donc ça, c'est une aberration. Là. Ils ont surinterprété, je pense, leurs résultats, les infos qu'ils ont trouvées. Une question, voilà. François. Oui. Je te laisse peut-être terminer cette diapo-là. Et puis... J'ai fini. Tu as fini. Eh bien, une question t'est posée sur la chouette hulotte. Je ne sais pas si tu veux revenir sur la diapo précédente, comme ça on l'aura à l'écran. La question qui t'est posée, c'est la possibilité de mettre des nichoirs. Est-ce que les nichoirs à chouette hulotte sont efficaces pour assurer une présence sur un territoire? Oui, alors efficace. Par contre, dans cet arbre-là, en fait, je l'ai pris en photo pour illustrer la chouette hulotte, mais dedans, il y a peut-être entre 50 et 100 espèces d'insectes, peut-être d'autres oiseaux qui vont nicher. Le trou, il va pouvoir être utilisé par d'autres espèces de chauves-souris, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le nichoir, il est spécifique à une espèce. Donc, on va peut-être avoir une espèce d'insecte saproxylique qui va venir manger le bois du nichoir à un moment donné, mais c'est tout. Alors que avec cet arbre-là, on a en fait un mini-écosystème qui est aussi en place. C'est un espèce de... Voilà, en fait, c'est un raisonnement en poupée russe. Hein. On a le paysage, on a la parcelle, on a l'arbre, et dans l'arbre, c'est pareil, on va avoir des relations entre espèces, plusieurs espèces différentes, des relations entre espèces. Donc, en fait, on va dire que les nichoirs, c'est intéressant. C'est intéressant aussi en termes de médiation parce que c'est hyper intéressant pour faire des animations avec des enfants, d'aller les poser avec eux, pour expliquer. Par contre, si entre planter une haie et installer un nichoir, faut mieux planter une haie. Merci, François. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. C'est soit je suis très clair, soit complètement incompréhensible. Sur cette question-là, au moins, c'est très clair. Il y a même une réponse au chat indiquant que oui, la réponse correspond bien à la question qui était posée. Ok. Voilà. Donc, du coup, on va essayer de rentrer très rapidement dans le détail. J'ai ciblé en fait 2 éléments qui me paraissaient importants, donc autour de l'étang et puis autour du réseau de haies, alors, du coup, l'idée, c'est pas de ne pas être prescripteur, mais peut-être vous tenir le discours, d'engager une discussion qu'on aurait pu avoir sur le terrain. Donc, notamment, donc là, on a le petit étang de 2500 m², donc il y a une zone, il y a eu beaucoup d'étangs de ce type-là qui ont été créés dans le bocage, qui ont généralement à chaque fois qui ont été créés pour un usage précis, qui était d'avoir de l'eau à un moment donné, et puis d'assainir une zone humide. Et donc, du coup, généralement avec des berges très raides et un fond uni et des berges très raides. Et une pratique qui peut être intéressante pour la biodiversité, c'est qu'en fait, vous voyez toujours cette histoire d'imbrication de poupées russes ou de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, en fait, quand on a une profondeur unique, donc qui va être là, du coup, on a un seul type de plante qui va pouvoir s'exprimer. Donc là, par exemple, des potamos là, qui sont dessinés,
ici, qui vont être des plantes aquatiques flottantes. Une pratique qui peut être intéressante quand on crée une mare ou quand on va curer une mare parce qu'il faut l'entretenir ou un étang, ça va être de créer des berges en pente douce qui vont en fait, vous voyez ici on a cette espèce de schéma, en créant la berge en pente douce, on va pouvoir diversifier les profondeurs d'eau et du coup diversifier les espèces qui vont pouvoir s'exprimer dans l'étang. Donc on va multiplier le nombre d'espèces qui vont être présentes. Voilà, hein, en fait c'est assez simple, hein. On a une berge qui est comme ça, donc là il y a très peu d'espace, et si on adoucit la pente, on a un espace beaucoup plus important qui va se développer. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui, dans les mares notamment, puisque dans les sites de maraîchage, il y a très souvent un plan d'eau, une zone d'eau, un endroit en fait pour faire de l'irrigation. L'aménagement de cette zone peut être une plus-value intéressante en termes de biodiversité, qui a peu d'impact sur la production et les modes de production. Donc de la biodiversité, celle qu'on avait classée dans la biodiversité inutile au début. François, j'ai une question justement sur ce type de mare. Tu as dit qu'il y en avait beaucoup de présentes sur les fermes, notamment les fermes maraîchères. Mais dans l'exemple qu'une mare qui serait totalement asséchée l'été, est-ce que ça a quand même un intérêt en matière de biodiversité? C'est Hélène qui te pose cette question. Oui. En fait, alors, les mares qui s'assèchent, elles vont, vous fermez un œil, enfin vous mettez votre main sur l'écran et puis vous arrêtez ici, vous enlevez cette partie-là. Mais par contre, il y a toute cette partie-là qui reste, qui est une zone en fait qui va s'exonder l'été. C'est l'intérêt de la berge en pente douce. Et je dirais même plus, en fait, pour tout un cortège d'espèces de faune, d'animaux, c'est plus intéressant si la mare va s'assécher l'été, notamment tout ce qui est amphibien, grenouilles. En fait, le fait que la mare s'assèche fait qu'il n'y a pas de poissons. Et les poissons, en fait, sont notamment les carpes qui vont souvent se mettre dans ces mares-là, qui ont été mises souvent dans des petits étangs comme ça. Une carpe, c'est un peu comme un sanglier ou un cochon avec des nageoires, hein. Donc ça fouille le fond et ça déracine les plantes et ça va manger les pontes d'amphibiens. Donc souvent, pas souvent, toujours, les mares sans poissons sont plus intéressantes pour les amphibiens notamment. Et donc, une mare qui s'assèche tous les étés ou un été sur 2 ou un été sur 3, c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas de poissons. Merci François. Voilà. Et donc, du coup, là, je vous ai mis en photo quelques espèces d'animaux quand même qui vont et peuvent être liés à la mare. Donc là, on a un crapaud commun. Donc là, du coup, on est vraiment sur une espèce qui est auxiliaire, hein, parce que ça va être un gros mangeur de limaces et d'escargots notamment. On a un triton marbré, donc qui est, comme tout amphibien, une phase terrestre, là, et puis une phase aquatique pour aller se reproduire. Voilà, qui a sûrement un rôle d'auxiliaire, mais beaucoup plus limité. Hein. Des libellules. Donc là, on voit, ça doit être une libellule à 4 taches qui est juste en train d'émerger, donc voilà, qui était aquatique et qui, en mai-juin, en fait, va sortir là, sur une tige d'iris pour sortir de sa dernière enveloppe et puis se muer en libellule. Un criquet. Donc, ouais. Ouais, parce qu'il est 16h06, il y a les questions qui apparaissent là. On reste sur la question de cette mare et peut-être que la question est plus destinée à Philippe qui aura, j'imagine, des difficultés pour répondre. Philippe, la question qui t'est posée, c'est l'étang qui est sur ta ferme, comment est-il alimenté? Est-ce que c'est des eaux de surface? Est-ce que c'est une eau de source? Et puis la question subsidiaire, c'est que si c'est des eaux de surface, est-ce que pour toi, Philippe, les pratiques agricoles de tes voisins ou voisines peuvent impacter du coup la qualité de l'eau de cet étang? Alors c'est un étang sur source, mais c'est une source de surface. C'est-à-dire que dès qu'il pleut un peu, à partir surtout du mois d'octobre,
Là, ça a déjà commencé, l'étang remonte, le niveau de l'eau remonte. Et quant à la qualité de l'eau, on est obligé de faire une analyse d'eau tous les 2 ans par le laboratoire, enfin par un laboratoire. Et la dernière, en fait, on recherche les Escherichia coli. Donc j'en avais, je ne sais plus quel seuil, mais j'étais quasiment à 0. Il y en avait un petit peu, mais rien de grave. Et puis, il regarde aussi la teneur en oxygène de l'eau. Enfin, 2-3 bricoles, mais pas on ne cherche pas de... Pardon. On cherche pas de produits, s'il y a des rémanents ou pas de produits chimiques, par exemple. Ouais. Du coup, donc, en fait, dans le bocage vendéen, comme on est sur des reliefs, enfin des substrats plutôt acides, et en fait, il n'y a pas de nappe phréatique, donc c'est forcément des eaux de surface qui viennent du bassin versant, qui ont un temps d'épuration quand c'est une source, mais c'est quand même très lié au bassin versant autour à chaque fois. Et du coup, Escherichia coli, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment des pollutions humaines liées aux stations d'épuration ou aux assainissements individuels qui peuvent être en amont, généralement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le temps passe vite, il est déjà 16h10, il y en a peut-être qui ont des impératifs horaires. François, est-ce que tu avais pu finir ta présentation? Tu voulais peut-être apporter encore 1 ou 2 derniers éléments? Ça peut être Oui, aussi l'occasion sinon. on peut peut-être arrêter là. J'avais le même cheminement en fait sur les haies, notamment en expliquant voilà, les différentes parties sur une haie qui à chaque fois, donc avec les lisières enherbées, les strates arbustiles, les strates arborées, pour avoir une haie complète qui soit efficace autant en termes d'épuration de l'eau qu'accueil de la biodiversité. Très rapidement, la zone de lisière enherbée, ça va être le même milieu qu'on va pouvoir retrouver quand on fait un interrang enherbé, comme on a pu voir en photo. C'est un peu une espèce de zone de transition. Alors sur les haies, en tout cas, c'est par exemple une zone qui va faire qu'une haie est intéressante pour tout un tas d'espèces, par exemple, de serpents. Voilà, les serpents sont des animaux qui actuellement sont de beaucoup. Donc là, on a et vous prenez une haie et si c'est labouré directement au pied ou s'il y a une lisière enherbée de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ça va conditionner la présence d'orvée ou pas. Voilà, et du coup, j'avais fini ici. Super, merci François pour ta présentation. Est-ce qu'il restait des questions, des éléments à voir? Alors, c'est vrai que François a apporté beaucoup d'éléments en lien entre l'agriculture et la biodiversité. Une bonne partie sont contextualisables en maraîchage. Voilà, la présentation, elle n'était pas uniquement centrée sur le maraîchage. Pour autant, est-ce que, voilà, du coup, il y a des questions qui subsistent sur vraiment le lien entre maraîchage bio et biodiversité? Alors, pour l'instant, Marianne, il n'y a pas eu de nouvelles réaction. Ouais. Nouvelles questions qui ont été posées sur le chat ni par SMS. Alors moi, du coup, j'ai peut-être une dernière question, puis après, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Est-ce que comme ça, là, François, tu aurais un peu une liste, alors c'est peut-être un peu difficile de répondre comme ça, mais du coup, d'actions, selon toi, importantes à faire quand on s'installe en maraîchage bio pour favoriser la biodiversité? Alors, on a parlé déjà d'éléments sur les haies, sur les mares, la conduite des mares, les bandes enherbées. Est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été mis en avant qui te semblent importants de repréciser? Parce qu'on a pas mal de porteurs de projets qui participent notamment à cette conférence. Notamment, François, et ça me permettra de prendre une question qui vient d'arriver, la question des sols. On n'a pas beaucoup évoqué cette question-là. Est-ce qu'il y a de la biodiversité au niveau des sols qui pourrait être quelque chose d'intéressant? Ouais, c'est ce que j'aurais dû dire sur ma première diapo. Quand on voit le cercle avec le nombre d'espèces par type de... Voilà, 80% de la biodiversité va être dans les sols. Donc, c'est aussi un des aspects de l'agriculture bio, c'est toutes les pratiques en faveur de l'état et de la vie dans le sol, en fait,
sont des éléments hyper importants en fait, pour accueillir la biodiversité. Après, là, clairement, moi, je ne suis pas le plus à même de répondre parce que je ne suis pas du tout ingénieur agronome enfin voilà, j'ai pas forcément j'ai pas ces compétences-là. Et après, ensuite, s'il y a un truc à retenir, c'est d'utiliser même des petits espaces, 1 mètre carré, ça peut suffire, de zones où on va laisser évoluer le milieu. Si, un roncier de 2 mètres carrés, même sur une parcelle d'1 hectare, ça va tout de suite amener une plus-value et une biodiversité plus importante. Et du coup, arriver à appliquer cette philosophie, entre guillemets, ou ce petit principe, en fait, à chaque niveau de l'exploitation, je pense que c'est le truc intéressant pour accueillir la biodiversité. Après, dans les pratiques et les techniques, il y a pas mal de recueils, notamment tout ce que tu as mis en référence, je pense, Marianne, qui donne des pistes pour créer des abris, créer des nichoirs, implanter des haies. Mais je pense que le plus important à retenir, en fait, c'est des fois laisser des zones d'évolution libre où on est moins il faut que des zones où ils peuvent, des zones où ça fait un peu sale, grosso modo, c'est le truc qui est intéressant. Eh ben, ça me semble être un mot de la fin intéressant, finir sur ces éléments qui sont très concrets et qui permettent, qui vous permettent à chacun, si vous voulez passer à l'action dès cette conférence, de savoir quoi faire, finalement en laissant la nature faire sur même un tout petit espace, ça aura un impact sur la biodiversité. Alors, il reste quelques questions. Ouais, une question réglementaire, je ne sais pas qui peut répondre parmi les intervenants. Savoir si agrandir une mare était soumis à autorisation. Est-ce que François, tu peux y répondre? Oui, tout est une question de surface. Si la mare fait moins de 100 mètres carrés, ce ne sera pas soumis à autorisation ou à déclaration. Si la mare fait entre 100 et 1000 mètres carrés, c'est soumis à une déclaration, je ne m'abuse. Et plus de 1000 mètres carrés, là, c'est une autorisation. Donc, c'est une démarche qui est très lourde avec enquête publique et ainsi de suite. De toute façon, la DDTM, en fait, peut apporter, et notamment la police de l'eau, donc monsieur Delaunay, je crois, peut apporter des éléments de réponse en amont des travaux pour pouvoir orienter les gens qui veulent faire des travaux sur des zones humides. Et il y a aussi Vendéo qui finance, qui participe à la réalisation de travaux pour pas rénover, mais réaménager les petites mares. Oui. Sur le bassin, pas sur tous les bassins versants, mais du coup, ils ont un gros programme d'aide pour la réhabilitation de mares. Ouais. J'ai l'impression qu'Antoine voulait prendre la parole aussi sur ce sujet. Oui, voilà, juste pour préciser, c'est donc Christophe Delaunay qui est référent des DTM, comme l'a dit François. C'est important de le consulter parce qu'il peut aussi y avoir des réglementations connexes, type zone humide, comme ça a été évoqué, notamment des zones humides article 5 chez nous, qui sont classées et qu'on ne peut pas forcément impacter, même s'il y a toujours le seuil de 1000 mètres carrés. On est d'accord. Mais plutôt que faire entre guillemets, des bêtises, ça ne coûte rien de passer un coup de fil. Il faut toujours se prémunir parce que on ne peut pas faire effectivement n'importe quoi sur ces milieux-là. Il y a aussi des périodes d'intervention, il y a plein de choses. Merci pour ces éléments. Je vois qu'il y a beaucoup de participants qui sont en train de partir. Je trouverais ça dommage qu'on ne conclue pas, et notamment que je puisse vous dire à minima que du coup, je pensais vous envoyer les PowerPoints qui ont été présentés, si ça vous intéresse. Moi, j'avais une dernière diapositive. Bon, là, je ne peux pas la présenter. Ce n'est pas forcément très grave. C'était une diapositive avec une liste de ressources, au moins 2 documents qui ont été faits qui permettent d'aller plus loin sur ce sujet du maraîchage et de la biodiversité. Donc vous allez trouver ces éléments-là. Merci à tous d'avoir participé, que ce soit les intervenants qui ont joué le jeu, vous les participants. Merci aussi pour les questions posées qui ont pu rendre la conférence un peu plus dynamique.
Voilà, je ne sais pas s'il y avait certains qui avaient un mot de la fin. Il y a une petite enquête là qui va vous être proposée pour savoir si vous étiez satisfait ou non de cette conférence. Moi, ce que je retiens, c'est que ça passe très très vite, 1 heure. C'est presque un peu frustrant. Voilà, donc à voir si on fait évoluer les choses à l'avenir. En tous les cas, si vous avez des questions ou des remarques pour ceux qui restent un peu dans le frustré ou autre, vous n'hésitez vraiment pas moi à me contacter. Vous avez de toute façon mon adresse mail où vous allez, puisque je vous ai envoyé là les liens ce matin. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Est-ce qu'il y a un intervenant qui veut avoir un mot de la fin? Non, c'est tout bon pour tout le monde? Bon, eh ben, je vous remercie tout le monde pour votre participation et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.